Chapitre 18. L'étoile des bergers éclaira les nuits. « On l'appelle aussi Vénus, » dit Bobby. Les rossignols chantaient. Jourdan et Bobby entrèrent dans la forêt avec des haches. Martha attela le cheval à la charrette légère et s'en alla chercher de la laine chez Randoulet. Jourdan dit « Il nous faut d'abord 2 montants en cèdre de 2,30 m de haut. » Ils cherchèrent de jeunes cèdres. Ils en trouvèrent au bout de Grémone, à l'endroit où la forêt clairsemée recevait de plein fouet le vent froid de la montagne. Le premier arbre, une fois abattu, semblait petit. Il mesurait malgré tout 3 mètres. Le bout était trop jeune pour faire un bois fier. Il restait à peu près le compte. Il avait 40 de large, 15 au carré, utilisables tout le long. Jourdan dit « Ça va ». Les 2 hommes bourrèrent la pipe et fumèrent en réfléchissant. « Il faut, dit Bobby, laisser les premiers racinages. Ça fera le pied. »« Bonne idée, dit Jourdan. Il ramassa un des écoins qui avaient sauté quand ils avaient commencé le travail à la hache. « La fibre a l'air docile, dit Jourdan. Il sortit son couteau et il essaya de creuser un dessin dans le bois. Au bout d'un moment, Bobby demanda « Qu'est-ce que tu fais ?»« J'essaie, dit Jourdan. Il avait dessiné et creusé une étoile à 5 branches. Orion, dit-il. J'ai l'intention de dessiner tout ça sur le linteau. Orion, le cerf, les biches, les arbres. Ils coupèrent encore un autre petit cèdre, à peu près dans les mêmes quartiers. Ils l'attachèrent avec des cordes. Ils le traînèrent à côté de l'autre. Après ça, il avait été dit que Jourdan partirait au-devant du retour de Marthe pour la faire venir ici avec la charrette. Qu'on puisse emporter les bois encore d'aujourd'hui. De ce temps, Bobby ébrancherait, puis il couperait 3 ou 4 branches de vieux cèdre, 8 d'épaisseur et 100 de longueur. Coupe-en 4, mais plutôt 5, on s'en servira toujours. Jourdan s'en alla. Bobby avait une hache qui coupait bien. Le cèdre qui les branchait se défendait par son odeur, la résine pleurait de partout. C'était un aromate puissant qui s'attachait même au fer de la hache. Chaque fois que Bobby levait l'outil, il faisait flotter l'odeur. Bientôt, toute la petite clairière où il travaillait fut parfumée. L'air était chaud, le ciel entièrement éblouissant comme du feu. Vers midi, Bobby avait fini de faire la litière avec des branchages bleus des 2 arbres. Il s'assit sur les troncs saignants et il mangea son fromage. Le monde bourdonnait doucement. À travers le feuillage retombant du vieux cèdre glacial et noir qui l'abritait, Bobby voyait toute l'étendue du plateau. La terre était silencieusement animale. À peu près à la même heure, mademoiselle Aurore descendit à l'écurie et sella la jument. Elle avait l'habitude de serrer la sangle jusqu'au 5e trou. Elle tira, l'ardillon arrivait à peine en face du 3e. « Ne te gonfle pas, dit-elle à la bête. C'était la première fois de l'année qu'elle revenait à la jument, faire amitié et dire « tout est oublié », car mademoiselle Aurore voulait voir Bobby, lui parler, le voir, l'entendre, le toucher, lui dire « Soyons amis, comme le jour où vous m'avez attrapé à la course à cause de mon cœur, parce que mon cœur était trop faible pour courir vite et loin, parce que mon cœur était fait pour autre chose. Soyons amis comme le jour où je vous ai essuyé les cheveux avec mon devantier. Faire amitié avec la jument, la seller, la monter, galoper dans le printemps jusqu'à la Jourdane et voir Bobby, être un peu femme, une fois pour toutes, lui dire « Voilà, pardonnez-moi, pardonnez tout ce que je vous ai dit. La vérité, c'est que... La vérité est dans ce que je vous ai dit, car si je vous l'ai dit, c'est que... Touchez sa veste de velours. Ne te gonfle pas, sois gentil, je suis amie, tu vois. » Elle caressa le museau de la jument. Elle essaya de serrer. L'ardillon arriva à peine en face du 3e trou. Aurore vérifia la couverture, de dessous celle, elle aurait pu être pliée et faire épaisseur. Non. Elle se dit, est-ce le cuir? S'est-il gelé cet hiver et rétréci? Le cuir ne rétrécit pas en gelant. Mais elle avait un grand et rapide désir. Elle serra la sangle au 3e trou, pensant, si la selle est lâche ou si elle menace de tourner, je verrai bien. Elle montait à la façon des hommes, tenant la jument dans ses jambes. Une fois dehors, elle prit franchement devant elle, tout droit.
La bête était maussade et secouait la tête et frémissait. Elle allait avec dégoût. Aurore lui fit tourner les naseaux vers la forêt, l'obligeant à regarder devant elle le vert des arbres et à respirer l'odeur de sève qui venait de là-bas. « Tu es fâché ?» demanda Aurore doucement. « Tu ne peux pas pardonner ? Est-ce moi qui ai commencé ? N'est-ce pas toi qui as couru après le cheval sans me regarder ? Tu crois que c'était bien cette impatience ? Ne serons-nous plus amis ?» Elle la serra amicalement dans ses jambes. La forme de ce ventre de bête avait quelque chose de pas naturel. Avant, à l'endroit où le mollet d'Aurore touchait le flanc de la jument, c'était souple et à peine tiède. Maintenant, c'était brûlant et dur. Aurore chanta. « Nous allons voir l'homme, il nous parlera, il nous regardera, il nous mènera dans la forêt. » Après avoir mangé, Bobby s'était étiré, il avait bâillé, il s'était couché sur la litière des branches bleues. Tout de suite, il avait senti venir le sommeil. À gestes mous, il s'entassa un petit oreiller de feuilles sous la tête. Il eut d'abord un rêve pendant lequel il était à côté d'un homme qui frappait sur un tambour de cuivre. Le tambour ne faisait pas de bruit, mais à chaque coup, toute la tête de Bobby était fraîche en dedans comme une poitrine qui respire l'air de la montagne. Il s'éveilla à demi, il se frotta le nez. Ça provenait de la forte odeur des feuillages de cèdre, c'était l'odeur qui sonnait dans sa tête. Le tambour de cuivre, c'étaient ses paupières fermées et colorées par le soleil. Il entr'ouvrit les yeux. Entre ses cils, il aperçut le grand vaste du plateau tout cuivré de soleil. Il ferma les yeux, il se rendormit. Il eut un deuxième rêve. Celui-là vint lentement. Il rêva qu'il était couché sur une litière de feuillage de cèdre et qu'il était dans un demi-sommeil. Il entendit marcher dans la forêt, il se dit « Ce n'est pas Jourdan ». Quelqu'un se coucha près de lui. Là, le rêve s'arrêta longtemps. Plus rien ne bougeait. Il y avait toujours du côté droit ce poids qui creusait la litière de feuilles. Le rêve recommença, une main toucha ses cheveux. Il dit « Pourquoi me soigner, m'essuyer et me dire « Vous allez prendre froid ?» Car après, vous n'avez plus de soucis pour ma tête. Et toutes les pluies de l'hiver m'ont mouillé jusqu'à m'entrer dans le cuir d'un bon centimètre. On prend, dit-il, vite l'habitude de se faire sécher la tête dans le tablier chaud des filles, et après, ça vous manque. Oui, demoiselle, dit-il, c'est comme ça. C'est très difficile de parler à une main et à une grande chaleur sur tout le côté droit, comme si quelqu'un était couché tout contre lui. Il ne voulait pas bouger, rien, pas même le plus petit bout de son petit doigt, parce que son rêve lui disait « Ne bouge pas si tu veux que ça dure. » Alors, dit-il, il y a autre chose. Toucher sous mon menton, c'est un peu gras. J'aime quand on touche sous mon menton. Il se disait, comment oser dire tout ça à Aurore? Comment parler à Aurore, demoiselle de toute mon envie? Pourtant c'est vrai que j'aime quand on touche sous mon menton avec le plat de la main. J'aimerais qu'elle touche. Pourquoi ne pas dire simplement tout ce qu'on a à dire? Et puisqu'elle était tendue près de moi, car il n'y avait pas d'autre parole en réponse à tout ce qu'il disait que la réponse chaude de cette forme allongée près de lui. La main toucha sa poitrine, alors il s'éveilla tout d'un coup et même il se redressa à demi. La femme aussi, en s'éloignant un peu de lui, mais elle restait toujours chaudement à ses côtés. Il ne reconnut pas tout de suite Joséphine. « Qui êtes-vous » dit-il. « Comme si vous ne me connaissiez pas, dit-elle. »« C'est vrai, dit-il. » « Il y a longtemps que vous êtes là ? Un bon moment. C'est vous qui étiez là tout à l'heure ? Qui voulez-vous que ce soit ? C'est vrai, dit-il. Et qu'est-ce que je faisais ? Vous dormiez tranquillement, sans bouger, sans respirer, sans bruit. Et il a fallu que je mette mon oreille tout près de votre bouche pour entendre votre respiration et me rassurer. Je ne parlais pas ? Non, dit-elle. Pourquoi auriez-vous parlé puisque vous étiez seul ? Vous me caressiez les cheveux, dit-il. Je n'ai pas touché vos cheveux, dit-elle. J'ai seulement approché mon oreille de votre bouche. Il regarda l'oreille. Elle était charnue et nacrée comme la fleur des lys sauvages. Il arrive parfois, dit-il, que quand on dort, on parle. Cette fois, dit-elle, vous dormiez, mais vous ne parliez pas. Ça m'étonne, dit-il. Vous avez l'air de dire, dit-elle, que je suis une menteuse ? Non,
mais j'avais bien l'impression que je parlais. Elle releva la tête, elle regarda avec les yeux à demi fermés, l'œil malin luisant à travers les cils. « Quand on le fait, dit-elle, c'est qu'on pense à celle qu'on aime. »« Justement, dit-il. »« Si j'avais mieux écouté, dit-elle, j'aurais appris qui c'est. »« Je pensais à vous, dit-il. » Menteur. Il s'aperçut qu'elle était toujours allongée près de lui, plus près que tout à l'heure. De la cheville à la hanche, elle était collée contre lui. Il voulut se reculer, elle lui saisit la main. « Reste, dit-elle. » Elle respirait vite. « Dis encore ton mensonge. »« Je pensais à toi. »« À quoi ? À ma bouche ?» Elle approcha brusquement son visage. Ses lèvres étaient gonflées de sang. « Oui. »« Attendu si longtemps, dit-elle. Elle appuya sa bouche sur la bouche de Bobby. Pourquoi ? Elle parlait de sa caresse. Pourquoi ? Le mot faisait trembler ses lèvres. Il essayait de répondre, mais il ne s'entendait que gronder et gémir, et il entendit qu'elle gémissait aussi. Il la tenait dans ses bras, il la coucha dans les feuilles. La bouche, aux lèvres gonflées de sang, était chaude et puissante. Le gémissement en coulait comme du jus de fruits. Il enjamba la femme. « Attends, dit-elle. » Mais c'était un « attends » pendant lequel elle le tenait serré contre elle encore plus. Il sentit qu'elle glissait sa main entre elle et lui et qu'elle dénouait le lacet de sa jupe. « Viens, viens, disait-il. » Elle retira sa main. « Viens, dit-elle. » Il entendit battre ses tempes, il se sentait délivré, il ne voulait pas ouvrir ses yeux tant ses paupières fermées étaient heureuses. Le visage brûlant de Joséphine était encore écrasé contre le sien, les grosses lèvres molles tremblaient silencieusement, le tour de la bouche était tout mouillé de salive. Il appela à voix basse « Belle, je suis heureuse », soupira-t-elle. Elle lui caressa les cheveux. « Et toi ?» Oui, il était heureux. Oui, il était heureux. Maintenant il savait ce que c'était le bonheur. Il était dans une paix largement étendue autour de lui comme un désert. Toute la douceur du monde était dans cette bouche molle écrasée contre sa joue et dont il gardait encore sur sa langue le goût salé. Il posa sa main sur le menton de Joséphine. Il en toucha la courbe, puis le cou, tiède et sensible, puis la poitrine sur le corsage, les seins. Joséphine soupira brusquement, les hanches, et après, il n'y avait plus d'étoffe. Le ventre était nu. Non, il n'avait jamais su ce que c'était le bonheur. « Comment ferons-nous » dit-elle. « Je ne pourrai plus rester sans te voir, » dit-elle, « et je ne pourrai plus attendre. » Alors il entendit que le monde revenait autour d'eux, le cèdre, les arbres, la forêt, les champs, les montagnes, le torrent, les chemins, les hommes qui marchent à travers les terres, les grandes fermes, les 5 familles, les maisons, les lampes, les feux, les visages, Marthe, Jourdan, Honoré, Jacou, Barbe, Randoulet, Zulma, Honorine, Madame Hélène, la joie. Il n'y a pas de joie. Aurore était entrée dans la forêt, mais pas profond, et sans jamais quitter le clair de la lisière. Dès qu'elle avait aperçu les bâtiments de la Jourdane, elle était sortie dans les champs libres. « C'est là-bas que nous allons, » chantait-elle, « nous allons voir l'homme. C'est lui qui est l'ombre, c'est lui qui est l'eau, et le soleil. Va, ma fille. » Mais à la Jourdane, tout était fermé. Sous le hangar, il n'y avait pas la charrette. Aurore écouta. Les tables même étaient silencieuses. Elle appela. Elle entendit l'écho du puits. Elle se demanda où ils étaient tous partis. Comme elle était là, immobile et plus sensible parce que le chagrin montait lentement jusqu'à sa gorge, elle sentit que quelque chose remuait dans le ventre de la jument. Elle sauta à terre, elle regarda ce ventre. Il bougeait d'une vie qui n'avait rien à voir avec la vie de la bête. Aurore approcha sa main, toucha le poil. C'était à cet endroit qui, tout à l'heure, en chevauchant, paraissait brûlant. C'était arrêté. Il ne restait plus que le mouvement lent de la respiration. Aurore toucha le tour du ventre. Dessous, au lieu d'être souple, il était lourd et tendu, comme s'il contenait un paquet. Subitement, ça donna un coup brusque.
puis 3 coups, et à chaque endroit frappé, le soleil fit luire les poils, puis il dessina avec ses ombres et ses lumières la forme nébuleuse d'une bête qui habitait ce ventre. La jument ne bougeait pas, elle semblait heureuse. Aurore recula de 2 pas. Son front était partagé par un froncement en forme de fourche. Elle regarda autour d'elle, elle ramassa un bâton à serrer le frein des charrettes. Elle frappa la jument sur le museau. Elle la frappa sur les yeux, sur le cou, sur les épaules, sur les cuisses, de toutes ses forces, sans dire un mot, les dents serrées. Elle évitait de frapper sur le ventre. Enfin, elle y frappa, et elle laissa tomber le bâton. La jument n'avait fait que se reculer de côté, et Aurore courait sur elle en la frappant. Maintenant, la jument continuait à essayer d'éviter des coups invisibles. Aurore sauta à la bride et secoua le mort. Elle mit le pied à l'étrier, s'enleva en selle, serra les jambes, fit obéir durement du genou et du poignet, mit droit en direction de Fra Joséphine, poussa au galop. Mais la bête, au bord du talus, s'arrêta et se mit à trembler. Au bout d'un moment, la jument échela péniblement le talus et prit à travers champs un petit pas douloureux.